Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va durer environ 2 heures, dédié à la MAO et à la psytrance sur Ableton Live. On va principalement travailler sur une boucle dans le style Dark Progressive, donc à 138 BPM, sur lequel on va explorer plusieurs patchs du Serum, de l'opérator et certaines fonctions qui sont propres à Ableton qui vont nous permettre de créer des séquences de samples un petit peu variées pour créer des séquences intéressantes et des discussions entre les synthétiseurs. Voilà, on va s'y mettre tout de suite et on va écouter la petite boucle que j'ai créée pour l'occasion, sur laquelle on va travailler. Voilà. Donc principalement on va travailler sur les synthés, on va pas travailler sur le kick bass, j'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur ce sujet là, donc je vous inviterai à aller les regarder. Donc voilà, pour le kick bass j'ai fait du Serum principalement, pas mal de samples, j'ai fait une boucle assez simple pour que ce soit pour que les synthés qu'on va appliquer par dessus soient assez easy à écouter. On va commencer tout de suite avec la technique du follow action. Donc, pour cette technique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir une piste audio. Voilà, là, ça ne va pas nécessiter de synthèse, ça ne va pas nécessiter de connaissances particulières en synthèse. Ce qui va être intéressant après, c'est justement d'utiliser un petit peu les banques de samples qu'on a et des choses qui sont complètement aléatoires et qui ne sont pas du tout psytrance en fait, pour justement pouvoir les marier bien ensemble et avoir plein de textures intéressantes qui vont fonctionner ensemble. Donc par exemple, voilà, je suis dans le dossier, là j'ai un dossier de shots en fait, de synthé en tech house. Alors après, rien ne vous empêche de faire vous-même avec plein de petits bouts de synthé que vous avez dans vos tracks, de les séquencer et en fait de faire exactement la même technique qu'on a ici. Vous pouvez prendre à peu près tout et n'importe quoi, le but c'est d'essayer de prendre des choses qui vont vraiment se contraster, donc voilà, de prendre des choses assez mélodiques, assez aiguës pour que ce soit assez clair. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais prendre carrément tout le dossier qui est ici, hop, et je vais le glisser à cet endroit là. Voilà, donc là j'ai tous mes samples qui se sont chargés directement dans la piste. Et je vais aller chercher, donc là vu que c'est pas mal de synth-shots, etc., je vais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus... tac. Je vais aller chercher des percussions, par exemple. Alors pas des loops, mais on va essayer de chercher des drums one-shot. Voilà, ici par exemple des percussions. Là on a un bon dossier de percus. Je vais peut-être pas tout prendre, à voir. Je vais peut-être prendre jusque là. N'hésitez pas, vous pouvez prendre vraiment des gros passages, mais le but c'est d'avoir à peu près la même quantité d'un côté et de l'autre, donc des choses qui sont très tonales et d'autres qui vont être beaucoup plus percussives. Donc on va les mettre à la suite, mais ça n'empêchera pas qu'elles se lisent toutes en aléatoire, hein. Donc c'est pas très grave si elles sont regroupées par bloc comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les sélectionner directement dans notre piste. Donc en fait, pour sélectionner entièrement, on clique sur la première en haut, on maintient le bouton Shift, on descend tout en bas. Hop, je n'arrive plus à descendre. Ouais. On maintient le bouton Shift et on clique sur la dernière. À partir de là, on va directement aller sur le petit carré qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais hop, ici, quand on switch entre là et ici, en fait, on va switcher entre la piste normale et donc les possibilités de lancement du clip. Vous avez le petit bouton L ici, qui est Launch. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est inhérent au lancement de chaque clip. Comment est-ce qu'ils vont être envisagés? Normalement, c'est beaucoup plus pour le live, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire à la fin de ce clip, on passe à celui d'en dessous et on passe à celui d'en dessous, ou alors on peut passer à n'importe quel clip. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que à l'endroit où il y a écrit Follow Action, juste en dessous, en fait, on va réduire à 0. Donc le dernier va automatiquement se mettre à 1. Et ici, en fait, on va mettre en lecture Any, donc n'importe lequel, vers n'importe lequel un autre. Voilà, vous voyez qu'on peut aller très bien à la fin de tel clip, on peut s'arrêter, ou le jouer encore, ou revenir sur celui d'avant, celui d'après, etc. Le premier, le dernier. Ou alors, on peut aller justement en mode aléatoire comme ça. Donc on va faire Any, le premier, To, Other. Donc je vous invite à baisser tout de suite la piste parce que les samples, s'ils sont forts, ça va un petit peu, ça risque de vite claquer dans les oreilles. Et donc là, à partir du moment où on va lancer un clip, peu importe lequel. Alors,
Je vais mettre ça en solo, comme ça, ce sera plus net. Alors on voit bien que ça se lance tout ça en aléatoire. Voilà, donc là ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vraiment cette notion de percussion, de son très très court, et ça pour le style dark prog et même pour la psytrance, ça peut être très très intéressant. Alors je vous invite à pas le faire qu'avec ce genre de son là, on peut le faire avec des sons de synthé beaucoup plus psytrance de base, ou même prendre carrément des séquences de sons qu'on a déjà, les séquencer en petits bouts en 1.16 et venir les intégrer à l'intérieur. Donc là ce qu'on va faire, c'est que directement on va enregistrer notre piste. Hop, on va appuyer ici parce qu'on est du mauvais côté. Voilà, quand on appuie là, en fait, on revient sur la lecture de notre mode d'arrangement. Donc, ce qu'on peut faire, enregistrer ici. On va ouvrir une nouvelle piste audio. On va venir chercher donc en entrée cette piste-là, la 31, pour que justement le son de cette piste vienne directement dans cette piste-là. Alors, juste. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais ça, mais normalement, je pense que je peux le faire. Ouais, non. Hop. Alors, donc là, on a le son de cette piste qui va rentrer directement dans celle-ci. Donc, on va se mettre en enregistré. On se met sur off, comme ça, on n'entend pas deux fois la même chose. Et là, on peut déjà commencer à enregistrer une boucle. Bien au début. Voilà. Donc là, je vais faire play, évidemment. C'est suffisant. Bon, en fait, on l'avait directement ici. Si on appuyait sur enregistrer, on n'avait pas besoin d'enregistrer forcément sur une piste en dessous. Mais voilà, là, ça nous permet d'avoir tout qui est déjà bien séquencé comme ça. Donc celle-ci, on l'éteint et on se la garde de côté, parce que sinon elle va être lue à chaque fois en boucle. On va faire aussi, c'est qu'on va tout de suite la filtrer. Là, on a vu qu'on avait beaucoup de basses. Il y a beaucoup de sons. Beaucoup de percussions qui contiennent des basses, donc on va essayer de limiter un petit peu ça. C'est aussi. Vous voyez qu'il y a des motifs rythmiques qui sont vraiment très très intéressants qu'on peut aller chercher dedans. Voilà, ça peut faire un très très bon début de mesure. Hop. Donc après voilà, là c'est un petit peu au choix. Je vais faire aussi un petit coup, quoique ça va. Voilà, si vous avez des grands écarts, faut pas hésiter aussi à mettre un petit limiteur ou un petit compresseur qui va venir un petit peu atténuer aussi tout ça. Pour vraiment qu'on n'ait pas. Là ça va encore, c'est pas vraiment trop alarmant. Les sons sont à peu près tous réguliers. On n'a pas de grands pics comme ça qui vont venir trop dégrader le mix. Voilà, juste bien penser à enlever les basses. Hop. Et donc, moi, il y a une technique que j'aime bien faire là-dedans, quand on a comme ça des petits morceaux d'audio, c'est aller chercher des endroits intéressants. Si on n'a pas envie d'aller vraiment chercher des petits bouts comme ça à l'intérieur et se dire bon ok ça je le prends, je le mets à cet endroit là, ça je le prends, je le mets à cet endroit là, et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus justement un petit peu plus jouable à la main en fait, parce que là on a beaucoup de samples et beaucoup de choses, donc ce qui va nous permettre de trier un petit peu tout ça, ça va être justement de l'intégrer dans un sampler, donc intégrer directement des séquences dans un sampler. Donc par exemple je vais prendre voilà, bon, tout ça me paraît cool. Je fais commande J pour le figer. Et ici, en ayant créé une piste MIDI, donc je double-clique sur ma piste MIDI, je vais prendre directement mon sample ici et je vais le
déposer dans ma piste MIDI. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment toute la partie qui était ici qui s'est intégrée dans un sampler. Donc évidemment, si je fais... Voilà, si je joue... Là, je vais pouvoir pitcher au fur et à mesure comme ça. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de venir aller sélectionner des petits bouts de séquence. Donc, je vais appuyer sur Slice à cet endroit-là, qui là va être un mode où en fait, ça va, au lieu de, à chaque note différente, de venir pitcher donc vers le haut ou vers le bas selon la note que je joue, donc d'avoir vraiment un keyboard tracking, c'est que chaque note de mon clavier va jouer une région ou une séquence différente. Donc ça, c'est très pratique, très utilisé dans le hip-hop, par exemple, pour aller diguer des endroits dans une instru ou dans un morceau. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'être sur le temps et d'aller chercher des endroits pour pouvoir les répéter, les jouer avec notre note MIDI et surtout avec notre clavier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se mettre Slice by, on va sélectionner Beat. Ici, en division, ben ça c'est un petit peu à vous de juger. Voilà, moi j'aime bien avoir des régions un petit peu plus larges, donc on va se mettre en une demi-mesure. Alors par contre, attention, parce que le clavier, on va chercher le bon endroit. Voilà, et donc là je vais pouvoir jouer vraiment avec ça. Alors je me mets sur Gate parce que comme ça, ce qui va me permettre de... Au moment où j'appuie sur ma note, ça va commencer à lancer la séquence, et au moment où je vais lever mon doigt, on va arrêter complètement la séquence, ce qui va nous permettre de faire des glitches et des choses un petit peu plus rapides. Voilà. Voilà, et d'aller chercher des choses qui vont aller bien les unes avec les autres, ce qui n'est pas toujours évident en fait avec l'audio, parce que là il va falloir vraiment aller sélectionner un petit bout d'audio, le mettre ici, se dire bon alors attends, est-ce que ça va avec ça à côté, est-ce que ça y va, est-ce que ça y va pas, et des fois de vouloir répéter 2 fois la même séquence, c'est pas très pratique en fait, c'est pas très intuitif. Donc cette méthode là, pour moi elle est un petit peu plus, et du coup ce qui va me permettre avec mon clavier d'aller vraiment chercher des endroits cool, et même de toute façon avec tout simplement un piano roll MIDI. Donc ça on va le mettre en muet pour l'instant. Et ici, on va aller créer un clip MIDI. Alors, il faut bien regarder les octaves. Où est-ce qu'on est? Hop, on est trop haut. Voilà. Donc, on est entre l'octave C1 et D2. Ok. Donc. Et là, on peut commencer à construire, d'aller chercher un petit peu des idées. Alors, je vais vous montrer vite fait, on va construire un tout petit truc juste histoire de voir comment ça fonctionne. Alors, on va remettre le même filtre aussi dessus. Hop, avec le bouton Alt. Se mettre en un 16e, ce sera un petit peu plus pratique. Alors je pourrais peut-être séquencer un petit peu plus court, parce que c'est vrai que là en fait on a beaucoup de choses. Finalement peut-être que 1/4 c'était pas mal. Pour avoir justement en fait des sons, pouvoir jouer dès le départ des sons qui sont vraiment entre ces mesures là. Voilà, là c'est déjà un peu plus intéressant. Alors là par contre les octaves vont aller plus haut. Voilà. Alors ça ne nous empêche pas de mélanger ensuite avec des petits morceaux qu'on a ici, les utiliser pour les stretcher, les prendre vraiment un par un quand il y en a vraiment qui nous plaisent. Et je veux dire que c'est quand même une méthode qui nous permet,
facilement d'accéder voilà, à des petits motifs rythmiques très intéressants et construire plus rapidement notre morceau sans perdre son temps vraiment à se dire bon alors là maintenant ça va être une corvée d'aller chercher ça. Par contre à partir du moment où voilà, on a vraiment un motif qui nous plaît, rien ne nous empêche de le prendre en audio et d'en faire plein de choses intéressantes, hein. Ça par exemple c'est un super break. Voilà, que je laisserai comme ça. Et puis là de toute façon on a utilisé que ce qui était à cet endroit là. Voilà, là on a encore tout ça à utiliser comme on a envie. Donc, je le mets en muet avec le bouton 0, ce qui me permet de vraiment garder les choses en place, de simplement désactiver le clip, hein, si on peut le voir aussi tout à fait ici en le désactivant, mais le raccourci clavier c'est 0. Ça fait un joli petit break. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une variante de ce même petit bout. Mais justement, on va lui donner une autre texture, on va lui donner une autre dimension, ce qui va nous permettre de pouvoir aussi jouer avec sans que ce soit ennuyant. Parce que là, on entend vite les mêmes samples aussi, etc. Même si on en a déjà quand même une grande diversité. Voilà, c'est des petites choses percussives qui vont être intéressantes. Moi, là, ce que je vais vouloir faire, c'est justement les déformer un petit peu, les glitcher, et refaire exactement le même procédé derrière pour pouvoir faire une sorte de discussion qui soit pas non plus ennuyante trop rapidement. C'est-à-dire que si on utilise ça en tant que percu principal, au bout de quelques minutes, on va très très vite se lasser. Donc voilà, là, après il faut trouver des moyens de faire ça. Donc j'ai un petit glitcher que vous pouvez trouver, il me semble, hein, sur internet gratuitement. Moi je me rappelle, je l'avais chopé gratuitement. C'est le SM Glitch Machine, donc c'est pas un truc très très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout reprendre ici, tout dupliquer. Voilà, lui en fait, hein, il est fait de plusieurs stutters, quoi. Donc voilà, des bit repeats, des érosions, des choses qui vont se mettre un peu en place. Moi je vais utiliser simplement le bit repeat, c'est juste que voilà, le bit repeat, j'ai un petit peu la flemme souvent de le programmer. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel device, hein, qui fait du glitch, ça marchera très très bien. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà, le but c'est d'avoir vraiment ce genre de type de sonorité. Je sais pas pourquoi c'est là. Voilà, et ensuite, je vais prendre... Hop, dans Live, on a le grain delay. Donc ça va nous permettre de vraiment jouer avec. Donc c'est encore quelque chose qui va rajouter de la texture, etc. Hop, alors je vais le mettre par-dessus notre design. Ça. Voilà. Donc j'ai dupliqué la piste, simplement pour pouvoir avoir celle-ci. On puisse vraiment... Voilà, on entend tout de suite que ça fait pas mal de bordel, mais... Voilà, on va se mettre en 1.8, comme ça ce sera un peu plus aléatoire. On va mettre le grain delay, et là on va enregistrer ça. Avec des modulations un petit peu, voilà, un petit peu à l'arrache. Hop, je suis pas sur la bonne piste. Même on va juste simplement enregistrer l'automation. Oui, on va enregistrer simplement l'automation pour l'instant. Et puis après on la gèlera directement. D'ailleurs pour que ce soit plus aléatoire, on va faire ça. Parce
qu'on avait utilisé cette séquence-là au départ, du coup on utilise la première. Voilà, vous voyez, on a des trucs vraiment intéressants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour figer tout ça, tout l'arrangement qu'on a fait, parce que là, on a beaucoup de petites automations. On va pas rester comme ça va vraiment pas être utile et ça va pas du tout être pratique si on veut récupérer des petits bouts, sachant qu'en plus, le glitch machine, lui, il est random, donc il sera jamais vraiment il sera jamais pareil. Alors que nous, on veut quelque chose de structuré et récupérer des textures intéressantes. Donc là, je vais faire un clic droit sur ma piste, je vais faire geler piste. Et je vais écraser ma piste. Voilà. Donc là, je me retrouve avec le résultat qui est figé. Voilà, donc on a pas mal de choses intéressantes. Ça, c'est très sympa. Là, après, on peut refaire exactement le même procédé. Ou alors on peut se dire, voilà, on va chercher des petits motifs. C'est très cool aussi. Voilà, moi j'aime bien venir faire d'abord des petites sélections comme ça de choses qui sont tout de suite qui me sautent aux oreilles. Ça c'est sympa. Alors souvent ce que je fais c'est que pour me repérer, je les mets en rouge, comme ça je m'en rappelle. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Et ça, c'est sympa. Voilà, on va dire que c'est tout. Alors, je les efface, mais ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent. Ce qui est vraiment pratique. Alors, avec les dernières versions, après la 10.1, il me semble, c'est que quand on a un clip comme ça, rien ne nous empêche de garder la durée du clip, de faire Shift, Alt, et là, vous voyez, en fait, on a la petite main qui se met comme ça. Et donc là, en cliquant et en se déplaçant, on peut venir chercher à l'intérieur du clip. Et donc, ce qui nous permet d'aller vraiment, en gardant la même durée, aller chercher d'autres motifs rythmiques qui sont à l'intérieur. Ça, c'est vraiment top pour faire voilà, de la recherche et de la discussion. En fait, quand il y en a un schéma qui se répète un petit peu trop souvent, ça va nous permettre de vraiment le garder. On sait que c'est la longueur qu'on veut et d'aller chercher d'autres motifs à l'intérieur, sans forcément toucher l'emplacement, donc l'arrangement qu'on a fait. Et même si on le stretch, c'est-à-dire très directement le résultat ici, hop. Vous voyez là, on voit bien qu'on a toujours la durée entière de notre clip qui part de là jusque là-bas, et qu'à partir du moment où je vais faire Shift, ici, hop, on va pouvoir aller se déplacer directement à l'intérieur. C'est vraiment cadeau de pouvoir faire ce genre de truc. C'est très très pratique. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne avec...
Enfin voilà, vous voyez qu'avec la même base, déjà, on a deux choses qui se parlent déjà plutôt bien, qui sont bien en contraste. Donc ça, n'hésitez pas aussi à venir récupérer donc, le schéma entier, là, ici, et de refaire la même technique qu'ici, hein, parce que finalement, voilà, ça va nous permettre d'avoir encore une fois, parce que ce qui est important aussi dans la recherche de son et dans le design, c'est simplement le workflow, c'est-à-dire qu'avec le même élément, un workflow différent, vous allez avoir des idées différentes, juste parce que la manière d'appliquer le son sera différente. Alors, on va pas faire toute la construction ensemble, hein, parce que sinon, voilà. Mais là, ce qui va m'intéresser du coup maintenant, c'est de faire un petit peu justement quelque chose qui va vraiment contraster encore plus, donc des synthés qui sont pas forcément dans le même type sonore et dans le même grain. Donc, on va aller voir, je vais vous les faire écouter. Hop. Alors, il y avait celui-ci. Ça, c'est justement pour vous montrer un petit peu l'arrangement vite fait que j'avais fait tout à l'heure, avec la même technique, hein, c'est quasiment les mêmes samples, je crois que je les ai pris dans le même dossier. Juste pour vous montrer la mise en place. Vous voyez, il y a des endroits où vraiment je me suis servi tout simplement du sample pour je l'ai découpé parce que c'était plus rapide et que là, ça m'a offert voilà, une autre manière de le mettre en place que si je l'avais fait par le MIDI. Voilà, mais c'est bien de se laisser plusieurs possibilités, aussi d'avoir les waveforms sous les yeux, ça permet d'aller plus vite. Et autant des fois de se dire bon ben là j'ai plus d'idées, hop je prends mon clavier et bim bam boum on se fait des trucs avec la main. Donc là pareil, ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert une piste, j'aime bien faire ça surtout dans ce style là, une piste reverb avec voilà, une Valhalla ici. Et donc je suis allé prendre à des endroits des petits bouts de sample là-dedans, simplement pour faire des espèces de petits... Voilà, des petites percus, ça sert, enfin, pour moi ça me paraissait logique de les prendre là-dedans et pas forcément d'aller chercher encore d'autres percus. Mais vous voyez, ça vous fait une ressource aussi de choses possibles dans le track, un petit peu illimité comme ça. Et puis surtout que si on utilise un peu les mêmes sources, le morceau devient aussi beaucoup plus cohérent. On voit déjà que pour faire toute cette partie-là, donc voilà, pour faire tout ça, même ça, ici avec, tout ça vient de la même séquence. Donc c'est vraiment du même truc que je vous ai montré dès le départ, là, du follow action. Tout ça, ça vient du même endroit. Voilà. Mais ça m'a permis de faire plein de choses différentes. Donc là, on va rentrer un petit peu plus hop, dans le synthé. Donc je voudrais qu'on voit... Voilà, ce son là par contre qui va complètement contraster avec le reste, ça va être vraiment intéressant parce que là ça va être voilà, ça va vraiment briller. On va avoir ce son un peu plus saut qu'on n'a pas du tout dans les autres pistes et qui va nous permettre d'être vraiment qui va vraiment contraster avec le reste et discuter. Donc c'est une base de sérum. On va le refaire ensemble hein, entièrement. Et juste voilà, vous montrer que le synthé n'est pas hyper compliqué en soi. Ça va beaucoup jouer sur des effets. On va prendre vraiment une base. Et le synthé qu'on fera après, ce sera un petit peu l'inverse. On va avoir pas mal de synthèse et un peu moins d'effets. J'ai choisi pour avoir deux aspects bien différents du sérum. Alors, on va ouvrir une piste MIDI. Et on ouvre sérum. On va baisser un peu le son de la piste. Bien baisser le son de la piste. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir déjà donc, du non-so. Donc on va rester vraiment sur l'onde initiale ici. On va prendre un LFO qu'on va mettre dans cette forme-là, vraiment pour avoir un effet de sweep, hein, vraiment un effet de zap, qu'on va mettre ici sur les octaves, vraiment à donf. Donc voilà, là ça va permettre de directement, hop, pardon, on va le mettre.
en enveloppe. Et on va se mettre ici sur une barre. Ce qui fait qu'à chaque fois en fait qu'on va relancer une note MIDI, voilà, il va partir d'en haut ici et il va descendre tout en bas pour vraiment faire cet effet de zap. Il part de très très haut en termes de fréquence et il redescend vraiment dans les basses. Donc ça après on verra hein, qu'on va vraiment gérer ça pour ne pas avoir non plus toujours ce bruit. On peut partir à peu près d'ici. Hop. Alors, une fois qu'on a cette base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner déjà automatiquement une rythmique. Donc, on va lui mettre un arpégiateur pour que lui, justement, il vienne rejouer les notes à chaque fois. Dans les MIDI Effects, un arpégiateur. Le rate ici, on va le mettre en 1/16. Pour que voilà, il vienne rejouer à chaque fois la même chose. Donc évidemment, ça va pas sonner comme ça, parce que là, c'est vraiment, ça va vite prendre la tronche. Voilà, et donc là déjà, pour lui donner un petit peu de groove et un petit peu de ce côté aléatoire dans la rythmique, on va aller dans la matrice et on va demander à ce que à chaque fois qu'une nouvelle note est jouée en MIDI, donc lui c'est vraiment des doubles croches, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle note qui est jouée, donc ici, le release de notre enveloppe 1, alors je rappelle que l'enveloppe 1 hein, c'est l'enveloppe principale de volume de tout le synthé, d'accord, tout le synthé à la fin finit dans l'enveloppe 1, donc ce qui fait qu'en fait, voilà, c'est vraiment le volume global, c'est l'enveloppe du volume global du synthé. Et ici, on va jouer avec le release pour justement donner des espèces de petits à-coups de groove comme ça, pour que ce soit un coup court, un coup un petit peu plus long, et puis un petit peu plus long, etc. Et que ce soit aléatoire. Donc là, je le fais à la main, mais voilà, on va demander directement au synthé de le faire. Donc notre random 1 ici, sur la destination, qui sera enveloppe. Donc ici la section enveloppe, enveloppe 1, release. Donc après, ça c'est à gérer avec parcimonie, donc on va faire attention, on va se mettre déjà sur un release de base qui nous va, et ensuite on va gérer un petit peu les deux pour voir ce qui est sympa. Voilà, on voit bien à cet endroit-là, en fait, hein, sur le release, que ça vient vraiment travailler. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est changer le type, se mettre en unipolaire ici. Donc là, on travaille autour du point d'offset. Donc l'endroit où on a mis le release, on va travailler vraiment en haut et en bas, dans la valeur positive et la valeur négative. Alors qu'ici, on ne va travailler que dans la valeur positive si on met notre type en unipolaire. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis sur le niveau minimum et le niveau maximum. Le niveau minimum, c'est le niveau qu'on a posé nous sur le release. Et le maximum, donc c'est forcément ici le amount. Voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser à partir de là, c'est de pas mal travailler avec les effets. Donc déjà, on va mettre un petit filtre pour que ce soit plus intéressant. On va aller choisir un filtre high pass 24 avec pas mal de résonance, toujours un petit peu de drive. Voilà, pour qu'on ait vraiment une vraie séquence de zap en fait, hein. Mais on va voir que le résultat final ne sera pas celui-là. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir vraiment ce côté très très percussif. C'est pour ça qu'on a ce côté zap. Et après de le faire un petit peu bouger et lui donner ce côté un petit peu plus cloche. Donc ça, pareil, le cutoff, au lieu de le faire à la main, hein, ici, c'est toujours la même démarche. Hein, quelque chose qu'on peut faire à la main et qu'on peut faire comme ça, on peut très très bien le faire par le synthé lui-même. Donc ici, on va aller chercher notre random 2 par exemple, donc il sera différent de notre random 1. Par contre, tout ce que je patcherai sur notre random 1 aura exactement le même random. C'est-à-dire que même si c'est random, si je mets voilà, l'enveloppe 1 release, quand elle va s'ouvrir, elle ouvrira aussi, si je mettais notre random 1 sur le cutoff, il s'ouvrirait de la même manière en fait. Voilà, c'est pour ça que là on en a deux, mais que après selon les réglages qu'on va appliquer, c'est pas très très grave si c'est exactement la même chose. Parce que c'est deux paramètres qui seront complètement différents, donc voilà, sachant, on n'entendra pas forcément que ça a la même ouverture ou la même fermeture. Donc là ici on va le mettre sur le cutoff. Donc là effectivement on en a bien deux différents.
un petit peu plus le monter pour... Là, ce que je fais à chaque fois, c'est que juste je reste appuyé sur une touche. Voilà, c'est tout droit. Et ça fait ça tout seul. Grâce à l'arpégiateur. Au cas où il y en a qui se demanderaient si je suis pas en train de, voilà, de taper comme un ouf sur une touche. Voilà. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans les effets et de commencer à travailler un petit peu la couleur de tout ça avec l'effet du phaser. Donc là, rien de fou, on a vraiment un phaser classique. Mais nous, ce qui va nous intéresser justement, c'est dans l'effet du phaser, c'est contrôler vraiment la fréquence et lui donner la même forme, la même rythmique en fait que le reste de notre synthé. Alors que là, forcément, quand on appuie, on va entendre monter et descendre. Parce qu'ici, on a le rate du coup qui vient lui travailler sur notre fréquence, qui vient faire bouger ça par une valeur de temps. Donc nous, on va mettre le rate complètement à 0. Le depth, on va le mettre à 0 pour garder vraiment quelque chose de mono et que ce soit pas, voilà, que ça vienne pas déphaser complètement. Et nous, on va travailler, voilà, on va travailler sur la fréquence du phaser. Alors, ce qu'on veut encore une fois, c'est que ce soit randomisé, mais l'avantage d'une note random, et pas du coup de le faire avec un LFO, c'est qu'on va vraiment avoir du sample and hold, c'est-à-dire que c'est à chaque nouvelle note, c'est un nouveau paramètre. Donc vraiment, c'est incrémenté comme ça, il n'y a pas de courbe, voilà, on va pas vraiment avoir de moments, c'est pas comme un chaos par exemple qu'on a ici, où les chaos, eux vont avoir des formes qui seront beaucoup plus sinusoïdales, où en fait les paramètres vont doucement évoluer, enfin passer d'un point A à un point B, ils vont passer en évolution comme ça. Ils vont glisser d'un paramètre à l'autre. Alors qu'avec les notes random, c'est comme avec un sample and hold, si vous connaissez déjà. Voilà, c'est des LFO qui sont vraiment carrés et qui vont se randomiser. Donc voilà, on va vraiment ne jamais entendre le passage d'une note à l'autre, et c'est ça qui va nous intéresser pour avoir ce côté très très scindé en fait. Là, on va réutiliser le note random 1 par exemple, et on va aller chercher FX, on va aller chercher le phaser, frequency. Voilà, PHS-FRQ, phaser, frequency. Et là, au fur et à mesure qu'on le monte, on entend vraiment l'effet du phaser. Et maintenant, on peut aller travailler voilà, directement le phaser pour arriver à un résultat qui nous plaît. Alors, l'effet qu'on avait tout à l'heure vient beaucoup du feedback. Parce qu'on voit quand on va monter le feedback. Là, on va vraiment l'entendre parce que voilà, on va avoir ce truc-là qui va vraiment tourner et donc commencer à nous créer vraiment des harmoniques puissantes. Alors, on a toujours le son qui traîne derrière, mais on pourrait presque entendre que ça. Alors ça ne nous empêche pas aussi de pouvoir le faire jouer. Donc ça peut être intéressant par exemple d'utiliser un LFO. Prendre le LFO2 par exemple et le mettre ici sur le feedback. Assez lent peut-être pour justement avoir quelque chose. Donc là c'est pas trop mal non plus. Alors peut-être que ce qu'on peut faire aussi c'est ne pas forcément le mettre dans le BPM. Voilà. Comme ça appuie le côté aléatoire. Et peut-être ne pas le mettre aussi à fond. Alors peut-être que justement, si on veut travailler comme ça, mettre un petit compresseur derrière, ça peut être intéressant pour vraiment donner de la limite. Pour que le moment où ils viennent vraiment s'ouvrir sur le feedback à fond et qu'on entende que ça, là ça vienne un tout petit peu tenir le truc en laisse. Donc on va essayer d'aller trouver le niveau intéressant, enlever de l'attaque, laisser un peu de release. Alors on voit qu'on ne compresse pas et on va monter. Voilà, alors on a quelque chose de déjà beaucoup plus cohérent.
Voilà, on entend tout de suite que ça contraste, hein. Voilà. Pour le mettre un petit peu en situation. Peut-être qu'il manquerait quelque chose à cet endroit-là. On va prendre l'exemple de tout à l'heure. On va se remettre ça ici. Et on va pouvoir, justement, avec la petite technique que je vous ai donnée tout à l'heure, Shift et Alt, aller chercher. Ok, bon, ça marche plutôt déjà pas mal. Voilà, ce qui est intéressant avec ce synthé, c'est qu'on entend vraiment presque deux synthés en même temps en fait, hein. On entend vraiment le zap et on entend vraiment le phaser derrière qui vient donner un petit peu cet effet de cloche. Si on l'enlève, hein. Voilà, après ce qu'on peut faire, ce qui peut être sympa, c'est de vraiment jouer avec ça. Donc soit directement nous à la main, hein. Voilà, venir l'activer quand on en a envie. Quand est-ce qu'on en a envie? Yes. Hop, venir se faire des activations drastiques comme ça. Voilà, donc là ça nous permet d'avoir quelque chose de bien contrasté et déjà des motifs assez intéressants avec une petite banque de samples et un sample. Ok. Alors après, ce qu'on aurait pu faire aussi, hop, c'est de jouer avec le dernier filtre qu'on a ici. À voir si on le met avant le compresseur ou pas, on verra après si vraiment ça dégrade. Mais ici, dans les flanges, on a le Comb Plus. Donc c'est un filtre super intéressant, hein, c'est vraiment un filtre en peigne qui va créer comme ça du décalage de phase et donc qui va presque nous donner une impression de délai. Et quand on va changer vraiment, si on met beaucoup de résonance, le son va se délayer de lui-même et donc va créer des effets pareils de glitch et des choses granuleuses assez intéressantes. Donc ça pareil à jouer, voilà, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc c'est quelque chose qu'on peut pareil vraiment faire activer et, pour vraiment avoir des effets un petit peu breakés comme ça quand un son est un petit peu trop linéaire, un petit peu trop propre. Donc on va mettre beaucoup de résonance. Pour l'instant on va mettre le mix à fond pour écouter. On fait comme ça des effets presque de phaser et de délai en même temps. Donc c'est très intéressant à exploiter. Tranquille avec la résonance aussi. Et donc ça pareil, on peut mapper ou mapper du LFO directement dessus ou du note random. Là je pense qu'un LFO ça peut être intéressant. Donc on va jouer assez lentement. Voire même faire des formes, voilà, des formes un petit peu folles comme ça. On va le driver un peu pour rattraper le gain. Voilà, histoire que en fait, quand on soit en dry ou en wet, qu'on ait à peu près la même dose de volume entre les deux, parce que voilà, le fait d'avoir mis beaucoup de résonance et que le cutoff joue comme ça, en fait, on perd pas mal de présence.
Donc là, ça nous permet de rattraper un petit peu ça. Là, par exemple, on pourrait imaginer hop, ça. Voilà pour ce synthé. Donc là, voilà, hein, là, ce qui est bien, c'est que ça nous donne vraiment la possibilité de jouer avec ce côté phaser et avec un synthé, en avoir quasiment 3, voire 4 différents, parce qu'on peut vraiment jauger tous ces effets-là. On pourrait très bien enlever aussi le phaser et faire grimper le comb par-dessus pour voilà, avoir vraiment des textures différentes. Il ne faut pas hésiter à jouer là-dessus. En tout cas, faire des mouvements vraiment drastiques pour changer de type de synthé. Ce qui va nous donner très très vite une richesse, voilà, sans avoir à ouvrir 50 synthés. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour la composition. Pardon pour le bruit blanc. Ok, donc on va passer à un autre synthé. Hop. Il va être celui-ci. Ah non, mais c'était celui-là. Non. Voilà, cette espèce de texture un petit peu monstre là. Hop, on va regarder ça ensemble. Hop. Voilà, moi j'aime bien avoir comme ça 2-3 choses avant de commencer à construire, ce qui va me permettre de pouvoir avancer déjà sur une boucle de 16 ou 32 avec 3 ou 4 sons et bien me rendre compte de ce qui va me manquer dans le mix, parce que c'est ça aussi, avancer dans une compo à l'aveugle, c'est pas très pratique, et donc là ça permet vraiment de se rendre compte, bon là j'ai quelque chose de percussif, là j'ai quelque chose d'un petit peu voilà, d'un petit peu organique, qu'est-ce qui va me manquer derrière, est-ce qu'il va me manquer quelque chose d'un petit peu plus électrique. Donc voilà, ça permet vraiment de pouvoir avancer dans la compo tout en prenant en compte le mix et le contraste du morceau. Et donc d'avancer plus rapidement et plus facilement aussi. Ok, donc là on va voir un aspect de ces ROM qu'on n'utilise pas beaucoup, enfin je pense, c'est l'AFM. Donc pas forcément de créer de l'AFM avec le processeur de FM qu'on a ici, parce que il a une manière de fonctionner qui est donc il y a plusieurs types de FM différentes. Il y a des FM linéaires et des FM logarithmiques. Donc là, la FM est logarithmique. Donc c'est-à-dire que vraiment, au plus on va grimper, au plus on aura de FM. C'est un peu exponentiel comme ça. Et d'ailleurs, on l'entend si par exemple on met hop, ici une saut ou une triangle, donc la même forme qu'on va avoir ici, et qu'on module donc du coup cet oscillateur par le sub-oscillateur ici. Donc on n'oublie pas de l'enlever au niveau du volume, qu'il soit seulement une modulation donc, et pas un oscillateur qu'on entende. Et ici, hop, en cliquant là, on va récupérer FM sub-oscillateur. Donc c'est-à-dire que la fréquence du sub-oscillateur va moduler la fréquence directement de l'oscillateur A. Donc c'est l'un qui va moduler l'autre. Donc on entend bien ici. Bon, hop. Voilà, on entend qu'en fait, une fois qu'on a dépassé la moitié, on arrive très 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 vite dans des bruits très très noisy. Ça peut être assez vite désagréable. On va changer les octaves. Voilà. Donc, moi ce que je vais faire, donc du coup, c'est utiliser directement
un LFO, ce qui sera exactement la même chose en fait. Il faut savoir qu'on peut faire vraiment de la FM avec un LFO. Sauf que là, du coup, on aura un petit peu plus de contrôle dessus. Et donc ça va nous permettre d'avoir des résultats assez différents de ce qu'on a avec une FM classique à partir d'un oscillateur. Donc c'est un oscillateur aussi, un LFO, Low Frequency Oscillator, sauf qu'il ne sort pas de son, d'accord. Il n'a pas de... voilà, c'est pas un oscillateur sonore, c'est vraiment un oscillateur de modulation. Donc ici, je vais le mettre sur les octaves, sur le course ici. Donc là, on a bien la fréquence du LFO1 qui module la fréquence de l'oscillateur A. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, par contre, donc on va enlever le BPM et on va le faire fonctionner vraiment très vite. Là, je monte les octaves aussi. Je monte les octaves, moi, sur mon clavier. On monte. Voilà, jusqu'à arriver à ça. Alors en pro, on peut vraiment changer la forme. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on va pouvoir faire des formes vraiment ouf pour changer un peu le son. Donc on va faire la même chose que sur l'autre, on va lui donner une rythmique. Hop, et on va le faire vivre un petit peu, donc dans le temps et avec le filtre. Dans la matrice ici, hop. Note on random 1, on va mettre ça directement sur l'enveloppe, enveloppe 1 release. Et on va mettre un petit arpégiator. Et on verra qu'on va pouvoir enregistrer ça un petit peu différemment aussi. L'arpégiator va être vraiment pratique dans le sens où vu que lui il va triguer toujours sur le temps, ça va nous permettre de, même si on appuie en dehors du temps, nous en jouant, de toujours être calé. Donc on va pouvoir vraiment laisser des espaces au moment où on appuie, même si c'est RPG, pour récupérer comme ça des espèces de petits accès de rythmique vraiment intéressants. Hop. Attendez. Je le vire, c'était là, mais hop. Hop, on monte l'enveloppe. Un peu plus haut. Alors, faut pas hésiter à vraiment, dans cette config-là, quand on fait vraiment de la FM, bon, dans la FM, globalement, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, mais dans de la FM comme ça aussi, à vraiment changer nos octaves et changer aussi donc le amount, donc la proportion à laquelle est-ce qu'on module notre oscillateur. Parce que ça va vraiment changer, des fois, vraiment changer le grain et être beaucoup plus intéressant ou un peu moins. Voilà, vous voyez que si vraiment on y va loin, ça va vraiment faire n'importe quoi. Voilà, ça va être intéressant. De la même manière hein, pour le release ici. Et ici, jouez bien avec le gate parce que c'est à base de cette note-là que le release va s'activer. Hein. Si on veut mettre vraiment quelque chose de très très court ici, et avoir quelque chose de beaucoup plus percussif. Donc là, bon, 1% c'est peut-être un peu bas. Mais... Voilà, on peut très bien laisser le release assez bas, le gate de l'autre côté assez bas et ouvrir pas mal ici. Pour avoir vraiment des trucs très très courts et d'un coup, bam bam, des grandes ouvertures. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Si on veut quelque chose d'un peu plus ouvert, on va ouvrir un petit peu plus le reste, donc un peu plus de release ou le gate. Et laisser le note random un peu plus bas pour avoir des grooves voilà, un petit peu plus finaux. Ou si on veut vraiment quelque chose de très très drastique et avec des grandes ouvertures. Moi je trouve ça assez sympa comme ça pour celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu encore changer notre FM. On va lui donner une autre, encore un petit peu une autre couleur. On va aller chercher le LFO2. Hop. Alors, non, c'est ici qu'il faut aller chercher, je suis bête.
C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais remettre du LFO2 en fait directement sur le course ici, avec une valeur un peu plus basse. Voilà, et que ça vienne moduler. Hop. On va lui donner une forme un petit peu plus différente. Voilà, donc pareil, hein, j'ai enlevé le BPM. Voilà, ça va nous permettre d'être un petit peu plus vénère comme ça. Et donc du coup, pareil, avec le LFO3, venir faire moduler la vitesse du LFO2. Paf. Alors, hop. Et donc celui-là, pareil, on peut lui donner encore une forme un peu différente. On va cliquer, hop. On va enlever le BPM. Pour avoir vraiment quelque chose d'aléatoire. Donc là, rien ne nous empêche aussi de jouer sur 2 octaves, hein, appuyer sur deux notes en même temps et faire vraiment 2 sons bien différents. Ça peut être intéressant aussi. On va bien se mettre en mono si on veut faire ça, sinon on va entendre vraiment l'accord. Hop, alors on va voir un petit peu en condition. On va mettre aussi un petit filtre quand même. Et donc peut-être que vu que tout à l'heure on a mis un filtre high pass. Ah mais et quand ça a disparu alors? Ah non, elle est là. Là pour avoir justement du contraste avec ce qui est très brillant et très piquant juste avant, avoir quelque chose d'un peu plus un peu plus caverneux et un peu plus organique en fait, hein. Donc bande 12, bande 24, on va essayer un peu les deux. Je vais partir sur un bande 24 pour avoir. Voilà. On va ouvrir un peu plus le drive. Pat. Peut-être le 12 marcherait mieux. Ouais, c'est plus sympa. À voir, on essaiera du coup directement en situation. Hop. Et là, pareil, on va randomiser encore une fois. Random 2. Hitter. Cutoff. Alors on perd vachement de volume, hein, c'est normal.
en mettant comme ça en bande 24 parce qu'on récupère qu'une petite partie du spectre. Donc à voir, à essayer. Je vais enregistrer ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que là du coup par contre je vais pas juste enregistrer une note toute droite, je vais en enregistrer plusieurs. Voilà, un petit peu en mode random comme ça. Et du coup ce qui va nous donner souvent des petits à-coups rythmiques intéressants qu'on n'aurait jamais pensé à faire. Voilà. Voilà, ce qui donne des résultats vraiment intéressants. Alors, pareil, on va enlever les basses. Il ne va pas y en avoir non plus énormément selon qu'on a le module. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu plus sur l'ouverture pour aller chercher plus d'aigus. Vous voyez, il ne module pas non plus énormément autour du cutoff. Peut-être qu'on n'a pas assez ouvert aussi le note random ici, là, sur le cutoff. On peut l'ouvrir beaucoup plus. Alors, du coup, s'il va plus haut, il va aller aussi plus bas. Donc peut-être qu'on peut le mettre en unipolaire. Voilà, et ici venir, hop, le changer un peu de position. Jusqu'à l'endroit où on sait que c'est efficace. On sait qu'après en dessous de ça, voilà, on n'entend plus vraiment le son. Intéressant. Voilà, vous voyez, ça se marie plutôt bien entre ce qu'on a fait au début. Il n'y a pas du tout la même source avec ce qu'il y a après. Voilà, donc là on peut utiliser autant à partir de ça des petits morceaux comme vraiment des gros bouts de séquence entiers. Ça, il ne faut pas hésiter à aller justement encore refaire les mêmes choses. Donc moi je mets beaucoup en audio parce que c'est vrai que je trouve ça plus pratique, surtout sur des choses qui sont comme ça aléatoires. C'est bien plus simple après à appréhender. Et je l'ai la piste. Prendre ma séquence. Mais ça, je vais le supprimer pour l'instant. Et au moins, j'ai quelque chose de figé. Là, j'ai coupé juste des petits endroits comme ça qui me paraissaient intéressants à laisser la place à d'autres types de sons. Comme cela, par exemple. On va voir un petit peu comment déjà on peut construire un petit peu ça. Rien qu'en changeant la place.
ça marche tout de suite. Alors après, voilà, c'est au goût de chacun. Euh, Alors on peut faire exactement la même chose avec celui-là. Hein. Enregistrer une petite séquence ici. Je trouve le bon octave. C'est vrai qu'on a laissé l'effet ici à fond. Hop. Par exemple. Je vais enregistrer tout ça en audio, je l'ai la piste. On va tout prendre. On voit bien que le clip est très fort. Hop, ce qu'on peut faire directement, c'est le baisser ici. Ici, on peut dégeler la piste, hein, c'était simplement pour vraiment aller récupérer l'audio à partir de là, la mettre en muet. Pour la garder de côté. Ici, on peut faire pareil. Voilà, comme ça, on sait que ces synthés-là, on les a de côté. On veut les réutiliser tout à l'heure. Ou les réutiliser pour faire autre chose de complètement différent. Ouais, forcément. Donc là, c'est vrai que j'avais laissé ça sur la piste. Mais je peux très bien enlever hop, le glitch machine ici, le grain delay ici. Voilà. Alors maintenant, avec tout ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut aussi un petit peu générer de l'ambiance, sans forcément aller chercher des sons encore ailleurs. Utiliser donc ce qu'on a déjà sur place pour garder de la cohérence dans le morceau. Donc réutiliser un peu les techniques qu'on a vues dès le départ, maintenant qu'on a beaucoup plus d'éléments. Réenregistrer un petit peu tout ça, le rescinder dans une piste MIDI, mais sur laquelle on va appliquer de la reverb, etc. pour réutiliser les mêmes textures et les mêmes sons qui vont un petit peu s'enchaîner pour faire des pads, pour faire un petit peu des ambiances de reverb, un petit peu organiques et qui vont surtout avoir vraiment plusieurs textures différentes. Donc ce qu'on va faire, on va faire à peu près la même technique qu'on avait fait au départ. On va ouvrir une piste audio. Hop. Alors j'ai groupé du coup toutes mes pistes synthé qu'on a faites depuis le début ici. Voilà. Je mets le groupe. Donc le groupe synth que je vais directement donc soit mettre en solo, hein, soit faire comme tout à l'heure, reprendre cette piste là et la faire sortir dans la nouvelle piste audio. Mais là on peut tout simplement la mettre en solo
et faire un resampling ici. Donc on se met ici et on appuie sur resampling. Donc resampling, ça va reprendre directement ce qui est dans le master et le faire rentrer dans la piste. Donc évidemment, ça va dépendre de ce qu'on a mis en solo et de ce qu'on veut et de ce qu'on est en train d'écouter. Donc si on veut réenregistrer tout le master, même avec le kick bass, etc., pour après refaire des arrangements, on peut aussi. Ça peut être très très intéressant pour faire, voilà, pour faire des arrangements un peu fous et appliquer vraiment des effets à tout ça, d'un coup sans forcément mettre des effets sur le master. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de, voilà, d'enregistrer les enchaînements de synthé qu'on a fait et de les réutiliser pour faire un peu des pattes d'ambiance. Donc je vais me mettre par exemple ici. Voilà, je pense qu'on peut enregistrer de là jusque là pour avoir un petit peu tout de cette séquence là. Voilà. Donc je vais me mettre ici et je vais enregistrer. Alors j'ai bien mis ça en solo et on enregistre. Voilà. Là j'ai un petit blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recouper. Alors pour que ce soit vraiment efficace, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite là, je vais geler ça. Hop, je vais remettre ça en solo. On va vachement grimper le gain. On va se mettre quasiment à saturation. Voilà, juste histoire de... Donc, pas non plus faire attention que voilà, les pics saturent pas trop. Mais derrière, on va mettre un bon limiteur. Histoire qu'en fait, quand on aille après appuyer sur chaque touche, qu'on ait le même volume à chaque fois pour chaque son. Hop. Limiteur. Voilà, ici, on va faire... Hop. On va baisser le ceiling ici, jusqu'à ce qu'on voit qu'on... Voilà, juste histoire qu'à chaque fois, on voit vraiment que ça vienne maximiser comme ça. On va faire un essai. On gèle la piste. On l'écrase. Voilà, on voit qu'on a bien récupéré quelque chose de droit, quelque chose de bien cohérent. Donc là, on va pouvoir le monter. Voilà. Hop. On voit que tous nos échantillons sont au même volume. Il n'y a pas de crête, il n'y a pas de pic trop énervé. Hop, ça je vais encore le consolider. Voilà, comme ça on a quelque chose de bien normalisé. Je vais ouvrir une piste MIDI. Et je vais glisser ça dans ma piste MIDI. Voilà, celle-là maintenant qu'on vient de faire, je peux l'effacer. Et là on va refaire la même chose que tout à l'heure. On va se mettre en slice, gate, bit. Et ici on peut se mettre en 1.8 ou 1.16 hein, selon si on veut récupérer vraiment tous les petits sons, tous les petits échantillons. Alors on va essayer en 1.16. C'est peut-être un peu court. On va se mettre en 1.8. On va avoir quelque chose d'un peu plus long. Voilà, là ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir chaque petit son pour derrière les envoyer dans une reverb et de rester vachement cohérent avec notre track parce qu'on a déjà beaucoup d'éléments, beaucoup de textures. Donc on va aller prendre une reverb. Ah, et on va faire quelque chose d'assez long. Quelque chose de pas trop aigu non plus, sachant que les sons sont assez aigus. Un peu long, mais hop, voilà. Donc ce que je vais faire, juste histoire de laisser un peu de place, on va dupliquer tout ça. On va se concentrer sur la deuxième partie. Ça, on peut peut-être faire un peu des creux là-dedans. Peut-être qu'on peut enlever ça. On va enlever ça. Et mettre un peu des sons d'ambiance à cet endroit-là, à cet endroit-là. Voilà, je fais ça un peu comme ça, juste histoire de. Il faudrait passer vraiment du temps pour savoir où est-ce qu'on veut placer les sons. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'idée.
Baisser. Je vais mettre un petit filtre quand même, un petit EQ derrière. Vous voyez qu'on peut vite arriver voilà, à des petits, en faisant n'importe quoi, en allant vraiment chercher des petits emplacements comme ça. Ça me permet d'aller à chercher assez rapidement voilà, des petits sons, des petites textures qui vont permettre de combler le morceau et l'espace aussi. Et encore une fois, le fait de pouvoir les placer en MIDI, ça va nous permettre de faire des répétitions rapides, d'aller enchaîner des sons qui sont assez éloignés les uns des autres, et de les mettre ensemble pour que ça vienne faire voilà, des effets sympas et que ça vienne tous se mettre dans la reverb. On peut juste essayer sur cette séquence-là. Ah. Alors ça peut être reverb comme ça peut être délai, après voilà, hein, tout ce qu'on veut. Ah, voilà, vous voyez l'idée. Après, reverb plus longue, reverb plus courte, on peut faire pas mal de choses comme ça. Alors, ensuite, il faudrait qu'on voit un autre patch qui va un peu contraster avec tout ça encore. Là, par contre, on va se mettre plutôt sur Operator. Hop, pour de changer un petit peu aussi de grain, de manière de faire. Et puis, en fait, c'est vraiment selon les applications. Des fois, on va faire des choses assez simples. Ça sert à rien d'aller prendre voilà, des synthés, des gros synthés comme Serum pour faire des choses assez simples, on va dire, qui peuvent tout à fait être faites avec Operator sans avoir de défauts de grain ou de choses comme ça. Voilà. Moi, des fois, je préfère vraiment miser sur ce genre de synthé qui prennent vraiment très très peu de CPU, très très peu de place et qui marchent extrêmement bien sans forcément ouvrir un gros sérum qui va nous manger pas mal d'espace pour faire quelque chose de très simple. Alors, là on va faire quelque chose d'un petit peu détune, justement pour casser un peu ce côté, voilà, ce côté un peu sec, un peu droit qu'on a avec avec les autres sons. Il va permettre de contraster. Alors, on va partir sur une FM, Donc vous savez, un Operator, c'est vraiment un gros synthé FM qui a 4 oscillateurs différents qui sont complètement indépendants en termes d'enveloppe, en termes de son, et qu'on va pouvoir matricer ici. Donc soit dire s'ils sont en synthèse additive, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tous indépendants les uns des autres en termes de son, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 sorties sonores différentes, ou s'ils se modulent les uns les autres ici, comme on a vu avec Serum tout à l'heure. Donc on va pouvoir vraiment faire de la FM. Donc on va le laisser bien comme il est en initial, donc en FM. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser les deux oscillateurs qui sont ici. On peut éteindre ceux-là, même si, bon, tant qu'on n'a pas monté leur volume, on les entend pas. Mais c'est juste pour qu'on comprenne mieux. Alors, sur le premier, je vais me mettre sur une onde square. Voilà. Et le second, je vais aller chercher une onde donc sinusoïdale, qui est l'onde par défaut.
va se jouer assez bas en termes d'octave. Et là, donc en montant le volume de l'oscillateur B, on va au fur et à mesure monter l'amplitude de la modulation sur l'oscillateur qui est en dessous. Donc là, pour que ce soit vraiment efficient, il faut jouer vraiment avec les octaves. Donc baisser celui-ci. Et je vais monter celui-là. Voilà, on commence à entendre ce grain un petit peu électrique. Et donc là, pour donner de la forme aléatoire et commencer à créer du mouvement, on va utiliser le LFO. Hop. Qui donc automatiquement est assigné au pitch des oscillateurs A et B. Et après, on peut l'activer aussi sur le filtre. Alors, il faut savoir bien qu'il a deux destinations, celui-là, de LFO. Donc, soit directement en on-off, les oscillateurs, les pitchs, donc la hauteur de note des oscillateurs A, B, C, D, et le filtre, ou le filtre. Et ensuite, on a une destination B ici, où on peut aller chercher la même chose, et aussi d'autres réglages qui sont dans le synthé. On va pouvoir vraiment assigner aussi à des pourcentages différents, donc valeur positive ou valeur négative, ce qui fait qu'on peut vraiment voilà, faire un petit matrissage comme ça du LFO, qui est quand même assez intéressant. Même si c'est pas autant, voilà, il n'y a pas autant de possibilités que sur Serum, mais déjà avec celui-là, on peut faire beaucoup de choses. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de rester sur le A, et donc de faire moduler, vu que c'est en FM, de ne faire moduler que le B, par exemple. Comme ça va donner un petit peu une valeur fausse, et la FM va constamment moduler grâce au LFO. Mais pas en même temps, parce que s'il module en même temps, forcément on va se retrouver avec quelque chose d'assez régulier en termes de modulation et de changement, donc on va entendre vraiment des paliers réguliers partout. Là, le fait qu'il y en ait un qui reste droit et que les autres changent, c'est-à-dire qu'au lieu de changer la hauteur de note, finalement ça va changer la puissance à laquelle l'oscillateur A est modulé. Et donc nous donner des résultats assez ouf. Donc on va se mettre ici, dans la forme d'onde du LFO, en sample and hold, SNH. Donc c'est un peu le, comme on a vu tout à l'heure, le note random. C'est à peu près la même chose, mais sauf que là c'est pas en fonction d'une note MIDI, c'est vraiment en fonction de la grille de temps. Donc ici on va se synchroniser, on va se mettre en 1.8. On peut vraiment y aller à donf ici, et donc on va se mettre aussi, en plus d'être sur le B, on va se mettre sur le filtre. Le filtre, je vais mettre un band pass. Alors je suis un petit peu haut. Alors, on va régler un peu nos oscillateurs. Alors, faut vachement jouer avec les octaves pour vraiment trouver quelque chose qui est sympa. Je fais l'inverse. Voilà, un petit peu plus bas, c'est plus sympa. Alors vous voyez, ce qui est sympa, c'est de, justement, quand on est sur du sample and hold, pour quand même donner de temps en temps, alors ça, en fait le sample and hold va jouer sur le cutoff, c'est-à-dire que lui il va vraiment donner de l'incrémentation comme ça toutes les croches, enfin oui c'est ça, toutes les croches. Et donc nous, si on vient bouger le filtre par-dessus, ça va donner un petit peu de glide comme ça entre les incrémentations, et du coup ce qui va pouvoir nous permettre de, quand on ne bouge pas le filtre, d'avoir vraiment quelque chose de carré, et des moments, si on veut faire un petit peu jouer avec le filtre, donner vraiment du sweep comme ça entre les notes, et voilà, que ce soit un petit peu, donc donner un petit peu de smooth comme ça aux formes d'onde. Alors, une autre chose qui est intéressante, c'est dans ce synthé, c'est qu'on va avoir le spread ici. Alors le spread, grosso merdo, il faut s'imaginer que on duplique notre opérateur. On va en mettre un à gauche, un à droite. Et on va un tout petit peu décaler la phase de celui qui est à gauche, comparé à celui qui est à droite. Donc en fait, ils vont
ils vont se suivre, mais avec un tout petit décalage entre les deux. Donc évidemment, au plus on va pousser le spread ici, au plus le décalage sera grand. C'est-à-dire qu'on va imaginer par exemple une onde sinusoïdale qui part voilà, de 0, qui fait plus, moins, etc. Quand elle va partir à gauche comme ça, l'autre elle va attendre un petit peu et elle va partir de la même manière, du même côté. Mais voilà, c'est pas comme un unisson où en fait on va vraiment faire du détune entre un côté et l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment la hauteur de note qui va changer. Là, le spread, il va vraiment jouer sur le moment où la phase va partir. Donc vraiment créer un effet stéréo par le fait que le moment de phase ne sera pas vraiment le même. Alors si vous essayez sur une sinusoïdale, ça va pas vraiment s'entendre. Si vous essayez sur une saut, vous allez voir que tout de suite on aura vraiment cette impression de largeur. Alors, de la manière dont le synthé est fait, l'avantage de de mettre du spread ici, c'est que les mouvements aléatoires du LFO sur le filtre, vu qu'on est décalé un tout petit peu en phase à droite et à gauche, eh bien, ils vont pas être au même moment à gauche et à droite. Donc on va avoir tout de suite un espèce d'effet où on a l'impression qu'à gauche et à droite, on n'a pas la même modulation carrément. Donc vous allez voir, je vais mettre donc sans spread. Voilà. On entend vraiment, c'est vraiment pareil à gauche à droite. Si je monte un tout petit peu le spread ici, voilà, vous voyez vraiment, on a vraiment l'impression que c'est deux modulations différentes à gauche à droite, alors qu'en fait c'est la même mais un tout petit peu décalée, et ce qui va complètement voilà, nous donner cette impression de grande largeur stéréo. Donc après là c'est vraiment au juger si on veut vraiment soit très très décalé ou un petit peu moins. Juste regarder, on avait fait un. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de le bouger nous-mêmes ici, on peut aller utiliser, sachant qu'il bouge déjà mais qu'il est incrémenté, et qu'on n'a pas vraiment de moyen de le faire, on peut aller chercher dans Max for Live ici, MIDI Effect, LFO MIDI. Hop. Donc là c'est un LFO libre, hein, qu'on va mapper ici sur ce qu'on veut. Donc on va ralentir un peu notre rate. On va peut-être pas faire quelque chose d'aussi large en termes d'amplitude. L'offset on verra. Et donc venir mapper ça sur la fréquence. On peut réduire le rate encore. Alors je sais pas, ouais, bon, en tout cas ça c'est possible, mais là pour le coup c'est vrai que voilà, je préfère avoir quelque chose de carré et à la limite moi-même venir faire ça à l'automation à des endroits pour vraiment que ce soit un peu plus calculé les moments où je veux que ça glide quoi. Peut-être si on supprime ça pour essayer. Alors faut pas oublier que c'est de l'aléatoire, hein. Donc évidemment à chaque fois que vous allez relire le sample, enfin vous allez relire la séquence, elle sera jamais pareille, hein. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller en chercher vraiment pas mal. Vous pouvez très bien vous faire une grande séquence et finir par l'enregistrer à la fin. Hop, et récupérer des morceaux en audio. Ce qu'on va faire d'ailleurs.
Hop, copier, coller. On voit bien quand même. On sature. Peut-être aller un peu fort. Donc ce qu'on va faire. C'est parce qu'il y a beaucoup de résonance aussi. Donc on va pas mal baisser le volume. Quitte à le remonter après. Voilà. Il y a aussi le fait qu'on ait pas mal de basses à l'intérieur. Donc on va revenir encore en arrière. Voilà, ça il faut toujours y penser. Vous voyez à quel point ça va être important. Vous allez voir que même... Hop. Là c'est parce que vraiment on a des gros pics dans les basses. Donc forcément on va avoir des grandes amplitudes de modulation de basse. Et donc du coup beaucoup de volume. On va vérifier qu'on n'enlève rien d'intéressant. Je pense qu'au-delà de 120. Là ça commence à être intéressant. 150, voilà. Et pareil dans les aigus, on va essayer d'enlever tout ce qui peut vraiment nous gêner. Ok, ça me paraît pas mal. Et donc là, voilà, on voit, hein, on a beaucoup moins de ce genre de problème. On a quelques petits pics, mais ça vient vraiment des aigus et des moments où ça clique. Mais ça peut être intéressant aussi. Ça aura le coup peut-être de compresser ou d'un petit peu limiter aussi. Donc on perd pas non plus le grain. Consolider. Voilà, on voit qu'on a des bons pics quand même. Donc ça vaudrait peut-être le coup de les limiter un peu aussi. On va aller se mettre sur un... Voilà. Je pense qu'on peut bien les limiter à... Voilà. En fait, là, le but, vraiment, c'est de ne pas toucher à vraiment ce qui est le corps de ce genre de synthé. Et vraiment, les moments où les pics rentrent à l'intérieur, hop, venir leur couper un peu la chic pour que ce soit pas trop vénère. Donc là, pareil, on peut geler la piste. Et l'écraser. Hop, et voilà, on voit qu'on a réduit clairement nos pics qui étaient trop gênants. On a encore un peu. Mais bon, ça va. Faut quand même que ça module. Hein. Alors ça, on peut peut-être aussi essayer de le placer un peu dans une autre ambiance. Donc je pense que avec de la reverb, pas forcément longue, mais plus une reverb de placement, avec ce genre de son là, c'est vachement intéressant pour donner ce côté organique. Donc laisser pas mal de mix, ne pas forcément lui mettre beaucoup de decay, parce qu'on cherche pas non plus à faire des effets de pad, on cherche vraiment plutôt à avoir quelque chose d'ambiant. En plus qu'on a quelque chose de stéréo. Hop, ici donc pas mal de volume sur la reverb elle-même. Plus de son réverbéré que de son initial, et quelque chose d'assez grave en fait, je pense. Hop, on va écouter. On va y aller hein, sur... Hop, on va enlever le prédé.
Ça peut être sympa aussi. Voilà, simplement le faire passer un petit peu sur un plan un peu plus éloigné. Voilà, et donc maintenant qu'on a un petit peu tous ces éléments-là, moi une chose que j'aime bien faire, c'est commencer à utiliser les algorithmes de Warp. Parce que là, encore une fois, avec les mêmes éléments, on va pouvoir créer encore du design différent à base des mêmes sons. Donc, je vais vous donner quelques exemples avec les sons qu'on a déjà ici. Donc, par exemple, le synthé qu'on vient de faire à l'instant. Faire une autre piste. On va mettre en solo. Voilà. Par exemple, on va prendre un petit bout de son ici. On va prendre... En général, il y a un peu de recherche à faire quand même sur le type de son. Mais on va dire que ça va marcher quasiment avec tout. Après, c'est vraiment les goûts et après les bons endroits au niveau des placements. On va prendre plusieurs exemples vraiment pour voir ce qu'on peut faire. On va même prendre ça directement. On va se mettre un peu en dehors. Alors. Donc là, quand on double-clique ici, voilà, on voit qu'on est vraiment dans la séquence. Donc on a pas mal de ressources. Hein. Et donc, là, quand on reste appuyé sur le bouton Shift, donc vous voyez que là, il y a la petite flèche qui... Hop, là, on a le petit encart comme ça. Mais si on appuie sur Shift, d'un coup, il y a une petite flèche qui vient s'afficher à côté, ce qui va nous permettre en fait de faire du stretching directement ici. Donc c'est un petit peu comme si on changeait la segmentation de BPM qu'on faisait. Alors soit on peut le faire régulièrement en faisant x2 ou divisé par 2. C'est-à-dire que si je multiplie par 2, voilà, ça va multiplier le sample par 2. Mais ce qui va du coup multiplier absolument tout ce qui est à l'intérieur par 2. C'est-à-dire que c'est la longueur de toute la séquence qui va s'allonger par 2, par 4, etc., etc. Donc là on peut aller, voilà, le maximum c'était x4. Je reviens en arrière. Voilà. Vous avez bien vu qu'ici, x2, si on dégrossit encore, ça fera x2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par contre, quand on le fait à la main avec le bouton Shift, c'est qu'on peut vraiment aller décider de la longueur à laquelle on l'agrandit, donc vraiment aller entre ces petits trucs-là, et vraiment choisir la longueur d'un élément. Donc ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... on va prendre ce petit bout, là, et on va le stretcher jusqu'ici, ouais, au maximum, ou on va le stretcher jusque-là, pour être vraiment dans la mesure. Voilà. Alors, comme c'est écrit ici, on a stretché notre élément, il est warpé, mais là, il voit ça, lui, comme des éléments de batterie. Parce que par défaut, ici, il est en bits, et il va préserver les transitoires que lui va détecter. Donc évidemment, là, qu'est-ce qu'il détecte comme transitoire? Il va détecter le premier, évidemment, le départ. Il va détecter ici, probablement ici, et à chaque fois, voilà, qu'on va revenir vraiment à 0, à une petite valeur et à une grande valeur. Donc là, ça va nous créer quelque chose de pas vraiment intéressant, et surtout qui n'est pas dans le temps. Voilà, donc en fait, il en détecte un ici, un différent ici, et encore un ici, et après, c'est vraiment la même séquence. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de jouer avec ça, jouer avec les différents algorithmes qu'on a ici, pour créer des textures différentes. Alors Bits, il va vraiment, lui, détecter des transitoires, ou alors on va pouvoir définir nous-mêmes, si on veut... que recréer en fait un espèce que lui détecte un transitoire en fait automatiquement, en fait on peut forcer le transitoire, on va dire, sur la grille. Donc vous voyez que là, si par exemple, alors je vais vous remontrer un exemple après un peu plus concret.
Donc voilà, là on est vraiment plus sur ce qui est des éléments de batterie et des petits transitoires. Ici, là on est plus sur quelque chose au niveau de la tonalité, donc on est vraiment plus pour traiter des éléments tonaux à la base, pour que ce soit justement quand on va les stretcher ou quand on va les transposer qui respectent le plus la tonalité d'un son. Donc là ici on est sur des sons plutôt texture, donc c'est à peu près la même chose que le tonal, sauf qu'on a un peu plus de gestion sur la manière dont il gère le transitoire. Voilà, on va pouvoir lui demander à quel point est-ce qu'il répète les éléments, c'est-à-dire quand on va vraiment stretcher un élément, lui il va considérer qu'il va prendre des petits bouts, il va les recoller les uns à côté des autres pour combler en fait l'espace qu'il va y avoir entre ces éléments. C'est-à-dire que si on prend un élément de batterie, voilà, qu'on le stretch, lui pour qu'il puisse jouer ça de la même manière, en fait il va prendre le début et puis il va plus ou moins le répéter plein de fois. Et donc là, on va pouvoir gérer la distance entre ces éléments et de la manière dont il va les lire. Le repitch, donc ça, en fait, ça va permettre de rester vraiment à la valeur initiale du son et donc vraiment changer sa tonalité en fonction du BPM du morceau. Complexe et complexe pro, donc là, on est vraiment sur rester le plus fidèle possible au son initial. C'est-à-dire que là, il va vraiment forcer le logiciel à, même si on pitch, si on descend, si on stretch, etc., à rester le plus fidèle au son initial. Et Complex Pro, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a un filtre formant qui va reproduire un peu les fréquences de la voix. Et donc ça va être très pratique quand on va vouloir pitcher des voix pour justement retrouver un petit peu la diction et la propreté d'une voix. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, là, c'est de travailler sur le mode de texture, justement parce qu'on est déjà en plus, on respecte l'algorithme, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un son qui est très texturé. Mais on va voir que quand on le stretch, en jouant justement avec le grain size, on va pouvoir se retrouver avec des sonorités très intéressantes. Donc en réduisant vraiment le flux et en jouant avec le grain size ici. Alors, vu que lui, il va considérer ça comme plein de petites oscillations à partir du transitoire qu'il a trouvé, le grain size, il va donc définir à quel point est-ce qu'il joue rapidement ces oscillations ou pas, et donc forcément au bout d'un moment, quand on les joue vraiment rapidement, on va se retrouver avec une note, parce que voilà, le principe d'une note, c'est le fait d'osciller une séquence régulière, et donc se retrouver avec quelque chose de tonal. Donc on va voir qu'on peut même presque accorder notre morceau avec la grain size pour vraiment se retrouver quelque chose de tonal dans notre track. Et on voit qu'on peut aussi le transposer. Alors je vois un petit peu ça en dehors du morceau. Hein. Et donc là, avec Shift et Alt, on peut même aller chercher d'autres endroits comme ça. Voilà. Ça peut être vite intéressant. Alors je vais le dupliquer. Celui-là, je vais le garder. Je le consolide. Aller chercher d'autres endroits. Voilà, donc rien que ça, ce genre de petits sons là qui peuvent être vraiment très intéressants à placer dans la rythmique et aussi à placer, déplacer dessus, faire des espèces de pads, des ambiances, des reverbs, par exemple, ce genre de son là. Voilà, tout de suite ça peut faire de bonnes ambiances à placer sur ce genre de morceaux. Juste ça, début de mesure. Alors on pourrait aussi très bien le down pitcher, par exemple. On peut abuser, mais voilà, enlever la reverb. Alors juste pour vous montrer aussi que tout ça c'est un peu à l'infini, hein. C'est-à-dire que là on est arrivé, on l'a stretché jusqu'à un certain point, mais on pourrait le reconsolider avec commande J et le restretcher, reconsolider, restretcher, etc. à l'infini. Voilà, ce qui peut nous donner vraiment, si on va fouiller un peu, des résultats assez dingos. Et surtout de mélanger les algorithmes. Donc par exemple,
Je vais vous donner l'exemple ici. On va prendre ça. Donc je l'ai consolidé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le restretcher. C'était sur l'autre. Voilà, là on entend bien qu'il l'a rejoué, il a vraiment rejoué le début. Et là il sait plus trop comment le lire quoi. Il va le faire tourner en boucle comme ça jusqu'à la fin alors que... Voilà. Il sait plus trop quoi faire. Donc là pareil, si on veut le mettre, on peut le mettre en complexe par exemple. Et donc là il va vraiment ralentir, essayer de retrouver le même grain mais le jouer le plus lentement possible. Le mode texture, donc là où on va repouvoir. Voilà, bon là c'est un peu abusé. Je vais aller prendre un autre morceau parce que là c'est pas top. Je vais juste le multiplier par 2. Voilà par exemple. Donc là j'ai fait consolider et à partir du moment où on consolide, on revient à la base. Hein. C'est-à-dire que vraiment lui il nous remet en bits, etc. Même s'il va pas le considérer comme de la batterie tant qu'on ne l'aura pas touché ni en termes de pitch ni en termes de stretch. Voilà, lui va rester initial avec le son comme la manière dont on l'a traité juste avant. Donc par exemple, là ce que je peux faire, c'est dire de le mettre en bits par exemple. C'est-à-dire que là si je veux que le son soit un petit peu plus séquencé, soit un peu plus sur la mesure. Voilà, lui par exemple je peux aller forcer la manière dont il le détecte. On va le mettre en 1/16e. Et ici j'ai 3 possibilités différentes. C'est-à-dire que si je me mets ici, je suis dans le mode gate, c'est-à-dire que lui il va préserver donc vraiment toutes les doubles croches et ensuite, en fonction du pourcentage que je vais mettre à côté, il va gater comme ça, un petit peu comme un transient shaper en fait. On va l'entendre tout de suite. Et d'ailleurs, on va voir, vous voyez bien la forme d'onde à quoi elle ressemble ici. On va voir que si on le consolide, voilà, on va vraiment se retrouver avec des petits à-coups comme si c'était de la batterie. Alors ça c'est assez sympa pour donner de la rythmique à des éléments qui n'en ont pas à la base. Je vais revenir avant. Hop. J'ai dû sauvegarder. Ah ça y est. Ok. Donc il y a les deux autres modes qui suivent. Ça c'est des modes qui vont marcher à partir du moment où on va transposer vers le haut. Parce qu'il va falloir que lui donc il lise, là on l'entend bien, pas de différence même si je mets ici, voilà ça ne marche pas. La raison pour laquelle ça marche pas c'est que lui il a besoin qu'on le transpose parce que du coup par exemple quand on va prendre un son et qu'on va le transposer à l'octave au-dessus, évidemment il va le jouer 2 fois plus vite. Donc forcément s'il le joue 2 fois plus vite, il va prendre que la moitié de l'espace. Il va falloir combler le reste de cet espace là. C'est-à-dire que le son à la base fait ça. Si on le joue 2 fois plus vite, il va y avoir 2 fois l'espace. C'est-à-dire qu'il va le jouer une fois, et après il va y avoir du vide. Donc lui, c'est la manière dont il va combler ce vide. C'est-à-dire, est-ce qu'on le rejoue à l'initial, dans le même sens, ou est-ce qu'on le rejoue à l'envers? C'est-à-dire qu'il va le passer à l'endroit, et il va le passer à l'envers. Ensuite, il va repasser à l'échantillon d'à côté. Ou alors, en fait, il va le jouer 2 fois dans le même sens. Clac, clac, ou à l'endroit, à l'envers. Avant de passer à celui d'après. Donc ici, par exemple, je me mets à plus 12. Là, il va le jouer 2 fois dans le même sens. Et donc là, si je me mets par exemple à 2 octaves au-dessus, il va le jouer, donc évidemment, 4 fois.
Et si je me mets ici, donc il va le jouer dans un sens, puis dans l'autre. On va voir d'ailleurs si hop, on le consolide. Donc c'est toujours du gate quand même, hein. Mais hop. C'est pas facile à détecter ici. Vraiment s'approcher. Voilà, mais on voit qu'il a répété à chaque fois le même son. On voit qu'il y a la petite répétition à chaque fois ici. Donc ça ne nous empêche pas de jouer aussi avec la transposition. Enfin voilà, on peut vraiment faire des trucs assez ouf avec ce genre d'application. On pourrait faire ça, on pourrait le restretcher derrière. Le reconsolider. Et recommencer, et recommencer, et recommencer jusqu'à avoir... Ça peut nous donner des textures vraiment intéressantes si on y passe un peu de temps et qu'on fume. Voilà, après on peut même automatiser tout ça, hein. On peut jouer avec la transposition par exemple. Ben voilà, c'est des petits exemples comme ça. Là, évidemment, on est resté sur le même échantillon. Après, voilà, ça va vraiment dépendre aussi de de la source, hein. C'est-à-dire ici, on peut très bien essayer avec celui-ci. Le stretcher. Voilà, on voit qu'on a quelque chose de vraiment différent. Mettre à l'envers. Voilà, ça peut nous faire un break. Imaginons là.
petit exemple. On peut essayer avec ça. Après, pour le stretcher, vous pouvez aussi le faire directement ici sur la segmentation BPM. Hein. Et hop, ah. Donc là, j'ai menti. Le sample n'était pas... Initialement, il n'était pas gelé. Donc évidemment, ça ne marchait pas. Alors ici, vous pourrez le faire à partir du moment où le sample sera gelé. Là, du coup, il va chercher plus loin et il va chercher avant. On va faire... Voilà, des petits bruits organiques là. Alors là, on peut jouer avec le grain size, on peut jouer avec la transposition. Moi, j'aime bien des fois, hop, on va mettre en 16. Pas vraiment calé sur le temps. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Hein. Et ça peut nous donner des résultats complètement aléatoires et nous donner plein d'idées. Enfin, moi, j'aime bien comme ça, souvent réutiliser ce que j'ai pour en faire autre chose. Il permet d'avoir voilà, beaucoup plus de cohérence dans le morceau, de garder les mêmes éléments. Et aussi de ne pas être constamment en train de se dire ah, tiens, je vais aller chercher encore un nouveau son, et puis se perdre finalement. En tout cas, moi, c'est ce qui a pu m'arriver souvent, de me perdre souvent dans des. Voilà, d'avoir trop de synthé, d'avoir trop de choses, de plus savoir comment les mixer les unes avec les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile. Après, n'hésitez pas à vous réapproprier toutes ces techniques, tous ces patchs qui sont très intéressants, mais qui peuvent être aussi modifiés et vraiment mis dans plein d'autres situations. Voilà, il ne faut pas hésiter, surtout avec ce type de synthèse, à pousser le truc très loin, à aller chercher les petits paramètres et les petites choses intéressantes. Sur ce, je vous souhaite bonne création à tous et à bientôt.